Bonjour, je suis très heureux de vous voir. Merci beaucoup pour votre présence. Je voulais faire une petite digression, si vous permettez, tout simplement sur cette ville où nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, j'allais dire, je trouve que c'est normal, que c'est même nécessaire de parler un petit peu de Dakhla, qui a été créé en 1884 par les colonisateurs espagnols, n'est-ce pas, et qui s'appelait Villa Cisneros. Pourquoi Villa Cisneros? Parce que c'est la mémoire d'un évêque, d'un religieux espagnol qui s'appelait Jiménez Cisneros. Et donc, dans l'histoire, la chronique remonte au 15e, 16e siècle, qui était donc un petit peu le symbole du catholicisme, de la présence catholique espagnole dans le Sahara, qui était évidemment reluqué par l'Espagne. Et donc, jusqu'à pratiquement, jusqu'en 75, ça s'appelait Villa Cisneros. Et c'est évidemment la libération qui a permis de rebaptiser cette ville, naturellement, avec sa libération par le Maroc et feu Sa Majesté Hassan II. Alors, Dakhla, c'est un très joli nom, évidemment, qui parle d'intégration, parce que le mot n'est pas seulement consubstantiel, si vous voulez, à l'histoire et à la mémoire du Maroc, mais c'est aussi une manière de faire remonter l'histoire à partir de ces provinces du Sud vers le Nord, je veux dire l'histoire du Maroc. Je vais être bref, parce que bon, quand le Maroc donc, a signé les accords de Madrid le 14 novembre 1975 avec l'Espagne et la Mauritanie, évidemment, il y avait eu un certain partage pratiquement, je veux dire, juste, en ce sens que la Mauritanie a récupéré le Tiris al-Gharbia et donc le Rio de Oro et Dakhla, et le Maroc a récupéré le nord, en l'occurrence l'Aïn et toutes les parties qui sont septentrionales de ce Sahara qui étaient occupées pendant longtemps. Et Dakhla n'a été récupéré par le Maroc que le 14 août 1979, quand, une semaine avant seulement, c'est-à-dire le 5 août 1979, il y avait eu une tentative, si vous voulez, de reprise de cette région, de Dakhla en l'occurrence, par le Polisario et l'Algérie, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais il faut rappeler ces faits, parce que ce sont des faits d'armes, et évidemment, ce sont des faits historiques. Couper le Maroc à partir de sa zone sud, de sa base, c'est évidemment l'éloigner de l'Afrique. Et comme disait tout à l'heure monsieur l'ambassadeur, rien qu'avec le Tchad et d'autres pays limitrophes, le Mali, l'Afrique occidentale et tout ça, nous avons toujours des relations très fortes, pérennes, historiques et tout et tout. Et donc, cette manière, le 5 août 1979, sous, j'allais dire, l'auspice de l'Algérie, il y avait une réunion à Alger, un accord signé le 5 août, n'est-ce pas, pour concéder, c'est-à-dire à l'époque le gouvernement mauritanien de Haïdallah avait décidé d'octroyer tout simplement cette partie du Sahara au Polisario. Et nous allions nous trouver devant un fait accompli. L'intelligence de feu Hassan II, n'est-ce pas, et sa lucidité, sa réactivité aussi, a fait qu'il a précédé les événements. Et donc, entre le 5 août, où il y avait ce qu'on a appelé le sinistre accord d'Alger, pour confier cette région, donc Ouad Dahab, au Polisario, le roi Hassan II a imaginé tout de suite le plan, et donc nous avons pu intervenir pour prendre possession de notre territoire. Et évidemment, la cérémonie à laquelle, pardonnez-moi, j'ai participé, je crois que c'était un mardi, ce 14 août 1979, a fait que les tribus de cette région, où la Dlim, les Rgibat et tout, sont montés d'ici, sont allés au palais royal, ils avaient été reçus par feu le roi Hassan II, et ils ont prêté allégeance, et donc le Maroc a pu installer sa souveraineté sur ces provinces. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est la jonction avec l'Afrique. C'est aussi un coin, je veux dire un pourtour stratégique
à la fois par la mer et par la terre. Par la mer, c'est Guerguerat que vous savez, que vous connaissez, dont vous connaissez les épisodes un petit peu dramatiques, mais c'est aussi par la mer. Il y a un petit bras de mer très très long qu'on a laissé, que le roi Hassan II avait laissé exprès à la Mauritanie pour qu'elle ne soit pas, je veux dire, complètement coupée de cette région. Et donc, Dakhla symbolise aujourd'hui le décollage. On l'a dit, on l'a redit tout à l'heure, et on le dira encore à travers les exposés que nous allons voir, auxquels nous allons assister. Donc, Dakhla, c'est un carrefour, c'est sûr. C'est aussi, j'allais dire, un symbole de la complémentarité maroco-africaine. C'est aussi l'enjeu stratégique et l'enjeu géopolitique que le Maroc essaye, s'efforce de préserver coûte que coûte. Et Dakhla, en plus de tout ça, est devenu bien sûr un miroir, est devenu quasiment pour certains un mirage, hein, mais pour nous c'est une réalité vivante, c'est un peuple, c'est une population, ce sont des institutions, c'est aussi un plan de développement considérable, un hub, on ne l'a que trop dit, et aujourd'hui c'est devenu, grâce à la présence, si vous voulez, de nos frères, des pays frères africains, en attendant peut-être certainement un jour l'Europe aussi, c'est devenu absolument le symbole, l'exemple de ce qu'on appelle un peu l'effort, c'est-à-dire l'investissement, le progrès, la communauté de destin, le flux migratoire, bien entendu, et un pays d'ouverture. Et donc, je voulais tout simplement vous rappeler ces événements parce que ce n'est pas tombé du ciel. Dakhla, c'est aussi une histoire et une mémoire. Merci beaucoup.